Bonsoir. 29 000 taxis-compteurs et 8 000 minicars communément appelés Gbaka circulent tous les jours dans les rues d'Abidjan. Pourtant, les déplacements sont toujours un casse-tête pour les populations de notre capitale économique. La ville d'Abidjan se caractérise par une forte demande en matière de transport et une offre limitée. Par ailleurs, prétextant les mesures de lutte contre le coronavirus, depuis plus d'un mois, les Gbaka et les taxis communaux Woro Woro ont augmenté leurs tarifs en menant les associations de consommateurs à appeler au boycott des transports en commun. Ce soir, autour de notre table, nous aurons M. Kwakoubi Stéphane, président de l'association des conducteurs de taxis communaux de Cocody, et M. Traoré Diakaridia, vice-président du groupement des conducteurs de Gbaka en activité de Côte d'Ivoire. Décryptage de l'information, débat, analyse de l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir, vaillant matelot, vous qui tous les soirs aidez ce navire à naviguer à travers les flots et les vagues de l'actualité, à travers les quatre coins du monde. Il nous consulte pas avant d'écrire ces intros, on n'était pas au courant, je vous assure. Non, j'ai décidé de la faire en version marine. Et bien sûr... En oubliant le oye oye que tu as laissé hier par contre. Non, je vais le faire tout à l'heure. Oye, ça je crois que vous allez sortir ce plateau. À tribord, nous avons Sophie Aïda. Bonsoir Brice. Israël Guébo. Bonsoir Brice. Et à bâbord, Monsieur Serge Kouachi. Bonsoir capitaine. Oh, ça c'est bon. Ça, vous revenez sur le plateau. Et bien sûr, Rayana Assi. Bonsoir Mattello. Elle a fait le truc. Elle m'a quand même appelé matelot. Bon, vous l'aurez noté, la Ziti, elle est au grand complet, elle est au taquet. Elle est sur le pont pour décrypter l'actualité, la commenter. L'actualité d'ici et d'ailleurs, messieurs. Naviguer sur l'actualité. C'est bien, je dirais même voguer. Quoi de neuf chez nous et dans le reste du monde? Les nouvelles d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Notre tour de l'actu ce soir démarre par la politique et Simone Gbagbo qui donne de la voix. C'est ça, aujourd'hui ça a fait l'actualité. Simone Gbagbo, donc l'ex-première dame et deuxième vice-présidente du FPI, était malade depuis plus de 2 mois. Elle a souffert du Covid-19 et elle est maintenant rétablie. Elle a annoncé donc à travers un message de sensibilisation son retour sur la scène politique. Donc dans un premier temps, elle a sensibilisé la population ivoirienne à prendre, on va dire, au sérieux ce virus qui menace. Elle explique que c'est une vraie réalité. Elle a traversé, comme elle le dit, un calvaire. Pendant 2 mois, elle a été confinée et aujourd'hui, elle sort de ce confinement et elle annonce son grand retour sur la scène politique. Grand retour d'ailleurs qui s'est signé par une conférence de presse aujourd'hui avec des acteurs de la presse où justement elle a annoncé quelques points que Israël pourra nous dire. Oui, bien sûr. Alors, Israël, avant de venir à vous, déjà, il faut constater que la maladie de Simone Gbagbo a été complètement passée sous silence. L'information a été bien gardée. Oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, elle en est guérie, heureusement. Mais c'est 2 mois quand même qu'elle explique. Elle a expliqué que c'était 2 mois très difficiles. Elle a utilisé le mot rude et elle a dit que c'était un calvaire. J'imagine bien, parce que, on a pratiquement tous été un peu rudoyés par cette maladie. Personnellement, moi, j'ai compté 21 jours. Avant de me rétablir. Donc, à cet âge-là, c'est clair que c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, si elle vous parle de 2 mois, c'est qu'on imagine bien le niveau de souffrance qu'elle a dû endurer dans cette... un peu moins médiatisé que d'autres personnalités, Ahmed Bakayoko, Patrick Hachi, René Amicia, exportent tous très très bien. Et puis, on est content que Simone Gbagbo se porte beaucoup mieux. C'est ça. Et donc guérie. Après 2 mois de confinement, elle est revenue très engagée sur la scène politique. Ça, on l'a pu l'entendre aujourd'hui. Voilà. Et justement, Israël Guébo, que retenir de cette conférence de presse donnée par Simone Gbagbo? Alors, rétablie, ça nous fait plaisir. Deux grands points dans cette adresse qui a des allures de retour sur le ring politique. Première chose, c'est d'abord s'adresse au chef de l'État pour demander que son camarade Laurent Gbagbo soit rétabli soit rendu éligible pour se présenter aux prochaines élections. Elle a demandé au chef de l'État ivoirien de prendre une loi d'amnistie
pour amnistier donc le camarade Laurent Gbagbo, et même étant ça à... Le camarade. Oui, parce elle parlait de lui pas en tant qu'épouse, mais plutôt en tant que compagnon de lutte politique. Elle a même demandé que cela soit étendu à Charles Blé Goudé, aussi à Guillaume Soro. Et deuxièmement, elle s'est prononcée sur la possibilité du chef de l'État actuel de se présenter aux prochaines élections. Elle a donné sa lecture de la Constitution. Elle dit que la Constitution ne lui permet pas. Et surtout, elle a indiqué qu'il faut que le chef de l'État respecte son engagement. Beaucoup d'observateurs attendaient Simone Gbagbo sur d'autres aspects parce que nous sommes en pleine préparation des élections prochaines. Et aujourd'hui, dans la grande famille FPI, deux grandes tendances se dessinent. Et, du côté de ce qu'on appelle les GOR, le Gbagbo-rien, soutenus par l'EDS, ils ont désigné Laurent Gbagbo comme candidat. Et de l'autre côté, FPI, Afin-Guessant comme autre candidat. On espérait, en tout cas plusieurs personnes espéraient que Simone Gbagbo prenne position, mais visiblement c'est un peu trop tôt, peut-être que dans les jours à venir elle le fera. Ok. Bon, on parle d'élections, je vous garde Israël Guébo pour aborder avec vous un constat, celui du nombre important d'accréditations de la presse étrangère. Oui, alors et justement, c'est à 3 mois de ces élections-là, 137 journalistes de la presse étrangère ont reçu leur accréditation. C'est un chiffre record, contrairement à ce qui se faisait depuis 2003 ou 2006. J'ai eu quelques chiffres. Entre 2003 et 2006, on a une vingtaine de correspondants de la presse étrangère. En 2010-2014, une quarantaine. En 2015, une cinquantaine. En 2017, 94, donc tu vois que le chiffre grandit. Et en 2019, ils étaient 107 et puis bon, cette année 137. 137, ça comprend 33 journalistes indépendants, 14 chaînes de télévision, 12 agences de presse, 7 radios, 7 organes de presse en ligne et puis 11 magazines. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit à l'entame de cette brève-là, ça a 3 mois des élections. Est-ce que le nombre augmente parce que les élections de 2010 demandent beaucoup plus d'attention et de lumière de la part de la presse étrangère? 2020 demande beaucoup plus d'attention de la part de la presse étrangère, certainement. Mais en tout cas, ce chiffre positionne la Côte d'Ivoire comme le deuxième pays en Afrique de l'Ouest qui a le plus grand nombre de journalistes de la presse étrangère après le Sénégal. Moi, j'en suis fier. Après le Sénégal, donc vous dire que c'est pas un indicateur j'ai envie de risque. Voilà, exactement. Moi, j'en suis fier, hein, excuse-moi. Mais je me dis que, écoutez, si ces élections-là aujourd'hui, tout le monde entier pratiquement, parce que 137 journalistes quand même, c'est représentatif d'une bonne partie du monde, s'intéresse à nos élections en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il faut souligner que c'est des élections qui ne sont pas... c'est pas un environnement qui est commun. Je veux dire, voir ce remake de 2010 pratiquement en 2020, tout le monde s'y intéresse. Moi, je suis plutôt fier parce qu'on a là l'occasion de démontrer au monde toute notre maturité démocratique et je suis sûr que les Ivoiriens vont prendre pleinement conscience. Les Ivoiriens, oui, il faut que aussi les hommes politiques... Mais les hommes politiques sont Ivoiriens. Voilà. Oui, il faut qu'ils démontrent aux yeux du monde ils vont le faire. Ils vont le faire. Il faut saisir justement l'occasion pour montrer sur toute la scène internationale justement que les pays africains aujourd'hui sont capables d'aller à des élections apaisées et en toute transparence aussi. Ça va le faire, ça va le faire. On attend de voir. En tout cas, à propos d'indicateurs, quelqu'un disait la dernière fois sur le plateau que sur certaines presses, quand on commence à donner l'heure à partir de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on se pose des questions. Mais bon, fort heureusement, on reste optimiste et nous croyons bien au fond de nous que tout se passera bien. Tout se passera bien. Vous voulez me dire quelque chose? Dans la paix. Dans la paix, oui, très très bien. Merci Sophie. On se rajoute à Tribord. À Bafort, justement, on retrouve Serge Pachi. Alors là, cette fois, on parle de contrôle, on parle d'impôts. Impôt avec particulièrement cette mesure-là. Je rappelle que pour participer donc à l'effort de lutte contre le coronavirus, une série de mesures avait été donc mise en place par la Direction générale des impôts pour soutenir les entreprises. Il est fin de récréation désormais. Oui, et d'ailleurs, elle a, comme d'habitude, hein, en tout cas pour ceux qui étaient de grands adeptes de la récré à l'école comme moi, ça sonnait trop tôt d'ailleurs. On avait envie de continuer. Donc depuis le 3 août 2020, la DGI, la Direction générale des impôts, mène des actions sur le terrain qui vont s'étendre aux mesures
de recouvrement forcé de l'impôt. Pourquoi? Parce que, dit-on, du côté de la Direction générale des impôts, on dit qu'il faut que l'État vive. Mais bien sûr. Et bien que sûr. l'État fasse face à ses obligations régaliennes de sécurité et tout ça. Bien Donc, sûr, voilà. parce que comme on le disait justement, les contribuables qui refuseraient d'accomplir leurs obligations fiscales, donc qui souhaiteraient que la récréation perdure, seront contraints donc à le faire par voie de sommation sans frais de commandement, d'avis à tiers détenteurs, de fermeture de magasins, d'apposition à loyer et de sanctions pénales. Et pour expliquer tout ceci, comme vous le disiez, naturellement la DGI entend utiliser tous les outils que lui offre la loi pour mobiliser les ressources financières, car même dans un contexte de crise sanitaire, l'État doit vivre et faire face à ses obligations régaliennes, notamment en matière sociale, sécuritaire, économique, etc. Finalement, est-ce que ces mesures qui avaient été prises par la DGI ont vraiment servi aux petites entreprises? Est-ce que ça leur a permis de souffler? Est-ce que ça va pas... Elles ne vont pas arriver aujourd'hui avec plein d'impôts, de taxes qui viennent... En tout cas, moi, si vous voulez mon avis sur cette question, moi, c'est de la sémantique, en fait, parce que ça joue autour d'un mot ou de deux. Alors moi, je vous aurais répondu oui, ça a servi si on avait parlé d'annulation. Mais lorsqu'on parle de suspension, il faut savoir que c'est juste des dettes que vous allez... Vous êtes redevable, en fait. Eux disent justement, on vous avait permis de ne pas payer, de ne pas rembourser les dettes dans un contexte très difficile. On estime que le contexte est beaucoup plus favorable. Bon, payez vos dettes. Beaucoup plus favorable peut-être, mais entre-temps, si on nous a permis justement d'avoir ça, c'est parce qu'on savait très bien qu'il n'y avait pratiquement aucune transaction financière. Je veux dire, personne ne vendait, il n'y avait pas d'activité. Donc pendant ces 3 mois, on n'a rien eu. C'est clair qu'on ne pouvait pas payer d'impôts. Moi, je serais d'avis à ce qu'on les oublie. Mais effectivement, l'État doit vivre. Voilà, donc allez-y, payez vos impôts et négociez surtout des échéanciers. Sinon, recouvrement forcé, qui sous-entend, vous le disiez tout à l'heure, qu'on peut venir chez M. Israël Guébo, qui n'a pas payé ses impôts, avec 2 policiers, s'il n'est pas à même de pouvoir solder ses les impôts, c'est important. Oui, je pense que non, mais il y a toujours des négociations. Le plus important pour l'État, c'est que tu payes. Et comme ça, je le disais, il faut négocier un échéancier. Voilà. C'est-à-dire négocier l'échéancier. Il faut le négocier. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas fuir les impôts, parce que c'est quand vous les fuyez que vous avez des problèmes. De toute façon, ça continue de s'accumuler. Là, il y en a déjà 3. Il y en a certainement qui en avaient déjà un peu avant, des accumulations. Donc, il faut aller vers les impôts aujourd'hui, profiter de cette situation pour négocier des échéanciers. Comme ils ont dit, l'État souhaite vivre. Donc, ils mettront des stratégies en place pour permettre justement à ces personnes-là de pouvoir payer dans les temps. Mais il faudrait justement qu'ils aient un peu d'indulgence, parce que c'est vrai que les activités reprennent, mais les activités économiques reprennent très lentement. Et les gens n'ont pas encore réussi à... Non, mais je peux vous confirmer que les impôts sont souples. Les impôts sont très souples en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on lance cet appel, justement, ne les fuyez pas. Allez vers les impôts, vous allez forcément trouver des terrains d'entente. Les entreprises qui sont encore ouvertes n'ont pas mis la clé sur le paillasson. D'accord. Bon, Sophie Aïda, vous avez la parole tout à l'heure à Trébord. Avec vous, on évoque les attaques perpétrées, on en parlait hier, perpétrées au Niger. Conséquence, il y a un renforcement des mesures de sécurité. Exactement. Donc, comme je vous le disais hier, une attaque qui a été qualifiée de terroriste est survenue au Niger donc ce dimanche 9 août vers Niamey, non loin de la capitale du pays. 8 personnes ont été tuées, dont 6 ressortissants français et 2 Nigériens. Donc, suite à cet incident, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Niger avait indiqué l'ouverture d'une enquête et des opérations de ratissage en collaboration avec leurs partenaires, comme il disait, afin de retrouver les auteurs de cet acte et de renforcer la sécurité dans la zone. Donc, alors justement, en parlant de renforcement, le président français Emmanuel Macron a réagi, et réagi, on va dire, plutôt rapidement en convoquant un conseil de défense ce mardi 11 août, où il a annoncé un renforcement des mesures de sécurité des Français au Sahel. Alors il s'est exprimé sur Twitter en disant, je cite, « J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région ». Mais notons que malgré ces déclarations, il n'a pour l'instant donné aucun détail sur les mesures qui seront mises en place, notamment par le ministère des Affaires étrangères. Oui, bon, je pense que les gens s'attendaient quand même à peut-être une petite stratégie déjà. Et puis donc justement, lors de ce conseil de défense, il a également été porté sur les opérations du retour des corps des 6 Français qui sont décédés au Niger et puis l'hommage qui pourrait leur être rendu en France. Et puis d'ailleurs à ce sujet, le président a assuré aux familles des victimes une prise en charge de l'État français en disant, je cite encore une fois sur Twitter, « Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l'attaque qui a coûté la vie à 6 de nos compatriotes et à 2 Nigériens ». D'accord.
Donc on va quand même rappeler que même malgré le fait que cette attaque a été qualifiée de terroriste, pour l'instant il n'y a aucun groupe qui a revendiqué ces attaques. Enfin, j'en sais bien. Comment on les qualifie, les gens ont perdu la vie et ça c'est très triste, c'est condamnable. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque part l'Union africaine réagit là-dessus ou bien les organisations régionales? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Je voulais juste me rassurer. J'avais un bug au niveau de ma connexion internet. Voilà, moi aussi. Moi je crois que c'est ma télé qui était cassée, donc j'ai pas eu le temps de suivre. Bon, c'est très intéressant parce que justement à chaque fois qu'il y a ce type d'événement qui se produit et que des ressortissants étrangers sont attaqués ou sont tués sur le territoire africain, ces pays-là sont très rapides pour agir, quoi. Donc qu'est-ce que nous on fait? C'est ça, ce serait bien que nos organisations continentales et sous-régionales ne serait-ce que pour apporter leur soutien, faire une déclaration condamnée. Enfin, j'ai pas entendu, j'ai regardé. Après, ils se disent qu'on est tellement habitué à ces condamnations-là que personne ne comprend. Les Français aussi sont, on va dire, habitués à être tués dans ces zones-là, mais bon. Je vous en pointe un mot, hommage, pour me tourner vers Rayana. Très rapidement, cette fois c'est sur vous que ça tombe très rapidement. Demain, c'est malheureusement... Commémoration du décès du Daïchikan, donc la légende Didier Arafat, qui est décédé l'année dernière le 12 août. Donc demain est prévu un concert au stade d'Angré à Cocody, organisé par la Yorogang, pour rendre un hommage vibrant. Et puis c'est l'occasion de dire que c'est la levée de deuil pour toute la famille de feu Didier Arafat. Et tous les Chinois lanceront leur hommage demain. Exactement. On lancera notre hommage. Même sur Live TV, il y a des programmes qui sont prévus. Donc restez connectés parce que... Sur Vibe Radio aussi. Sur Vibe Radio aussi. Comme nous, les Chinois, on sera connectés sur Vibe et puis sur Live TV. Mais c'est bien. Rendez-vous demain. Voilà. On achève ici notre tour de l'actualité. C'est l'heure du dossier du talk. Le nombre de passagers est revu à la baisse dans les transports en commun à cause du coronavirus. Pour les transporteurs, c'est une raison suffisante pour augmenter les tarifs, au grand mécontentement des usagers qui trouvent cette hausse injustifiée. Les nouveaux coûts du transport à Abidjan, c'est le thème de notre dossier du jour. Les rois du secteur du transport en commun à Abidjan et banlieue, ce sont ces mini-cars communément appelés Gbaka. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque malgré la récente recommandation du ministère du Transport les exhortant à revenir aux anciens tarifs, les prix ne cessent de grimper et la population a du mal à comprendre. Avant Benjerville, à Djamé, le transport était à 300. Aujourd'hui, c'est devenu 500. On ne sait pas pour quelle raison. Il y a un jour, j'ai vu un apprenti, je lui ai demandé par rapport à quoi le transport a augmenté. Il m'a dit que non, c'est par rapport à Corona. Il laisse 2 places. Ce n'était pas un argument aussi solide, quoi. Lorsque le prétexte de la crise sanitaire est battu en brèche, certains transporteurs trouvent d'autres justificatifs à cette hausse des prix du transport. C'est le cas de ce chauffeur de Gbaka engagé dans une polémique avec son passager. Il ignore qu'il est filmé par notre caméra. Parce que du jour au lendemain, de 300, c'est devenu à 500. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui devait augmenter là, ce sont les cars, parce que les cars n'ont pas roulé pendant 4 mois, 5 mois. Vous avez roulé. Donc normalement, le transport devait rester. Du coup, vous avez augmenté. On ne sait pas pourquoi. Vous nous direz aux gens. Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait que vous avez augmenté le transport? Carburant. Mon ami, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que même quand le carburant diminue, vous ne diminuez pas. Donc on ne dit pas que le carburant a augmenté. Quand même si le carburant aujourd'hui, on met le carburant à 400, là, le transport, ça va rester toujours la même chose. Ça fait combien d'années on a dedans? Avec cette surenchère dans le secteur du transport interurbain et intercommunal dans le Grand Abidjan, des propositions sont faites pour le retour à la normale des tarifs. À présent même là, quand on dit les mesures barrières dans le Gbaka là, ils ne font pas 1 mètre. Même à présent, ils ne font pas les 1 mètre. Moi, ma proposition, je veux qu'on occupe toutes les places dans le Gbaka et on porte les cache-nez. Et on va utiliser les eaux des places et on revient sur les tarifs normaux. Je pense que c'est ce qui peut arranger. En attendant la prise en compte de ces propositions, les usagers des Gbaka continuent de subir le diktat des transporteurs. Pour protester contre ces prix, la Fédération nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire invitait les Abidjanais en début de semaine à un boycott de ces moyens de transport en commun pour se tourner vers les bus de la Sotra, la Société des transports abidjanais. On le constate, ils ne sont pas très contents, les usagers. Mais c'est pas nouveau, c'est toujours pareil. Quelqu'un le disait dans l'élément. Moi, j'ai encore en mémoire des trajets en 99, 2000, 2001
notamment à Djamé, Riviera, après barrage, qui était à 75 francs, c'est passé à 150 après une augmentation. Lorsque le carburant a baissé, les prix n'ont pas baissé. Et c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, on a encore ce schéma-là. Lorsqu'il y a une augmentation même de 5 francs du prix du carburant, les transporteurs vont augmenter de 50 à 100 francs. Et quand le carburant baisse, ça on a donc l'impression qu'ils profitent un peu de la situation justement pour lever les prix. Surtout qu'il y a quelqu'un qui disait dans le reportage que pendant la crise, ils continuent à fonctionner. Donc pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui à fonctionner, c'est sûr, peut-être pas en faisant le plein avec toutes les places pleines, mais ils fonctionnaient quand même. Il y avait peut-être un manque à gagner qui sera peut-être assez vite repris, récupéré sur la période, on verra, mais ils ne baisseront pas les prix. Par contre, moi j'ai bien aimé la conclusion du dossier du reportage tout de suite, là, parce qu'il faut regarder aujourd'hui un peu plus, je pense, vers les bus de la Sotra, qui eux, malgré et quelle que soit la fluctuation du cours du baril de pétrole, ont des tarifs fixes. Maintenant, c'est peut-être au niveau de cette direction-là de revoir les trajets des bus pour pouvoir faciliter la vie aux Ivoiriens et leur permettre de se rapprocher d'eux plutôt que des Baka. Ça pose un vrai problème aujourd'hui, notamment sur les associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. J'ai entendu qu'ils ont lancé un mot de boycott, mais personne n'a suivi parce que personne ne les écoute, parce qu'en fait, ils ne font rien pour les usagers. Le problème pour moi, en tout cas, et ça c'est vraiment personnel, hein, c'est quand je vous entends dire les associations de consommateurs. Je veux dire, elles ne sont pas fédérées en elles-mêmes, en leur sein, je veux dire, et elles ne fédèrent pas les Ivoiriens. Je veux dire, moi aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir une association de consommateurs d'Ivoiriens qui donne un mot d'ordre et que tous les Ivoiriens suivent. Mais il y en a tellement aujourd'hui divisés par tellement d'intérêts que finalement leurs voix ne se font pas forcément entendre. Qui appelait au boycott et personne n'a su. Enfin, personne. En tout cas, ils ont donné une possibilité de solution dans le reportage en disant laissez toutes les places être occupées, mais portez des masques, quoi. Vous avez parlé de possibilités. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités qui sont du domaine du transport. Et on aura des questions pour eux. Ils ont peut-être d'autres solutions, à part se tourner vers les bus de la Sotra, comme vous le disiez tout à l'heure. Une chose est sûre, moi ce que je constate, c'est que tant qu'on augmente et que ça améliore même les conditions du transporteur, de l'usager, pardon, ça n'améliore rien, c'est-à-dire qu'on augmente, mais c'est toujours dans des états, les Baka sont dans des états, mais franchement... Et ils n'ont toujours pas de monnaie, hein. On n'a toujours pas de monnaie. On assiste de plus en plus à des bagarres entre apprentis Baka et clients. Là. Il y en a un qui s'est fait décoller il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Bon, allez, je ne suis pas pour la violence, mais des fois c'est quand même excessif, hein, le comportement des apprentis Baka. En général, on les dit odieux, malpolis, irrespectueux du code de la route. Nos chauffeurs de Baka et de taxi, nos Woro-Woro-man, sont-ils formés pour ce métier? Comment intègrent-ils le monde du transport en Côte d'Ivoire? C'est le thème de notre petit débat. Comment deviennent-ils des chauffeurs Parce que je sais, par exemple, que quelqu'un que je connaissais disait de son cousin qu'il il était devenu chauffeur de Baka. Après un stage de 6 mois en tant qu'apprenti, on lui a dit, bon, à un moment donné, tu as trop duré, donc tu peux... Je pense que la bonne question, c'est surtout, est-ce que le métier de chauffeur de transport en commun, c'est un métier de vocation ou un métier par défaut? Par défaut, à la base. Je veux même revenir un peu plus loin sur cette base-là pour poser la question de savoir, est-ce qu'ils ont conscience que c'est un métier? Parce que généralement, on dit, bon, comme il n'y a pas de travail, ils sont en train de me chercher sur la direction. Donc, comme il n'y a pas de travail, donc ils ne considèrent même pas que c'est un métier à part entière. Comme ils ne savent pas quoi faire, tu peux acheter un Baka pour moi. Ça me rappelle un peu une expérience personnelle que j'avais eue avec un chauffeur de taxi qui m'expliquait en fait qu'il avait commencé des études, je crois qu'il était en licence 2 ou un truc comme ça, et que son père était décédé. Il n'avait plus les moyens de lui payer ses études et il avait donc emprunté le taxi que son oncle avait, qui d'ailleurs cherchait un chauffeur, et il a commencé comme ça à être conducteur de taxi. Et donc, en fait, c'est vraiment pas sa vocation, c'est vraiment pas ce qu'il espérait faire, ce qu'il voulait faire. Et c'est peut-être ça la cause de parfois certains comportements qu'ils peuvent avoir. Parce qu'ils vous allez très loin, Réanassi. On va déjà se poser la question, est-ce que c'est un métier? Bien sûr que c'est un métier, on est d'accord. S'il y a des écoles, s'il y a des auto-écoles, donc écoles pour apprendre à conduire, ça veut dire qu'on va à l'école. Sanctionné d'un diplôme. Un diplôme, oui, qu'on appelle le permis de conduire. Ça veut dire que si on c'est pas à titre personnel, donc pour une voiture, comme on dit en Côte d'Ivoire, voiture personnelle, c'est qu'on est destiné à être chauffeur
gros camions, de Gbaka, donc de minibus de transport en commun, de taxi-compteurs, de taxis intercommunistes, de bus. Donc c'est un vrai métier. Mais par contre, contrairement, je ne sais pas, vous me contredirez, peut-être par rapport aux chauffeurs de bus, lorsque vous avez votre permis, vous suivez une formation pour pouvoir conduire un bus. Est-ce que c'est le cas pour les Woro? Les Gbaka, oui, en général, l'apprenti est un stagiaire est un stagiaire du chauffeur, et le jour où le chauffeur n'est pas là, ils font des auto-formations. C'est pas forcément un stagiaire qui regarde la route, en tout cas par devant, parce qu'il la regarde par derrière, il est derrière à ouvrir la porte et à charger le... Quand on a un stage, pour devenir copilote, il faut être à côté du pilote. Voilà. Parce que devant, mais pas derrière. Mais non, moi je pense pas qu'il y ait de formation, et c'est peut-être ça qui est un peu dommage, c'est peut-être ça qu'il faut regarder au niveau du ministère des Transports. Il faut vraiment faire des stages, pour apprendre à ces messieurs-là qui font un métier et qui peuvent le développer et structurer beaucoup mieux, notamment leur comportement. On leur reproche leur manque de courtoisie sur la route, mais on parle de personnes qui ne savent même pas qui font un métier, en fait, qui pensent qu'ils sont en train de se chercher, comme on dit. Pas que ça, on leur reproche parfois le manque de permis de conduire. On a déjà vu des drames, moi je me rappelle encore d'un bac au plateau qui a fait un accident où le chauffeur, un jeune de 16-17 ans, était sans permis de conduire. Donc ça arrive fréquemment. Donc oui, manque de courtoisie et aussi manque de permis parfois. Moi aussi, au niveau de cette histoire de permis, j'ai toujours eu une question qui me trottait dans la tête, parce que dans ce secteur-là également, on assiste au fait qu'il y ait bon nombre de chauffeurs qui ne soient pas allés à l'école, donc qui ne sachent ni lire ni écrire. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le programme, enfin on a tous un permis aujourd'hui, donc on connaît à peu près le programme qui est mis en place pour avoir le permis. Je ne sais pas si exceptionnellement on peut avoir le permis quand on ne sait pas lire. Mais je m'étonne des fois de voir des personnes qui me disent qu'elles ne sont jamais à l'école et qui ont un permis. Donc le code de la route, comment elles ont fait pour le mémoriser? Le code de la route, il est très signalétique, tu sais, c'est des décès, quand on peut expliquer. Mais pour passer le permis, il faut écrire. Peut-être. Il faut il y a une théorie. Avant la pratique, il y a la théorie. Oui. Mais la théorie, c'est par écrit. Ils n'ont pas dit qu'ils ne comprennent pas le français, ils disent qu'ils ne savent pas lire. Tout ça pour dire, en tout cas, oui, je pense qu'effectivement, on peut mémoriser aussi. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'au niveau du ministère des Transports, de toute façon, on a nos invités qui seront là, on leur posera la question de savoir qu'est-ce qui est fait, mais on doit vraiment s'intéresser à ce secteur-là, former les gens au métier qu'ils font, leur faire prendre conscience qu'ils font un métier et qu'ils ne sont pas en train de se débrouiller. Parce que tant que vous restez dans cette logique-là, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est juste de passage en train de se débrouiller. Mais comme Rayana disait tout à l'heure, et puis on avait un invité Didier à côté qui a donné l'exemple de personnes qui vont à l'école et puis qui se retrouvent, parce qu'ils ne trouvent pas de travail en sortant de l'école, à faire ces métiers-là. Et ils ne le considèrent pas comme un métier parce qu'ils estiment qu'ils ont un diplôme, mais qu'ils ne peuvent pas exercer grâce à ce diplôme-là. Donc, à ce niveau-là, je pense que si on fait un tour de table ici même, bon nombre d'entre nous, quand ils allaient à l'école ou qui faisaient le premier niveau de formation, ne savaient pas qu'ils allaient terminer sur cette table. Mais on apprend à aimer un métier une fois qu'on a conscience que c'est un métier et qu'on l'exerce au quotidien. C'est ce que je dis, donc c'est peut-être à cause de ces difficultés-là qu'ils ne considèrent pas ça comme un métier. Et surtout parce qu'ils se disent qu'ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Il y a une différence à bien cerner entre le fait de faire un métier, même si ce n'est pas notre formation, mais parce que ça a été une opportunité qui nous a plu, et de faire un métier par défaut, parce qu'on ne trouve pas quoi d'autre à faire, parce qu'on n'a pas de fonds pour investir dans quoi que ce soit, et c'est ce qui est sous la main. Et c'est généralement ce qui arrive. Parce qu'on le fait par défaut, ça généralement on le fait mal. Oui, quand on le fait par défaut, généralement on le fait mal. On voit des instituteurs qui frappent les élèves. D'où les excès de vitesse. On voit des militaires qui, lorsqu'il y a un pétard qui éclate, se mettent à courir. Voilà, quand on fait un métier par défaut, on le fait mal, généralement. Alors que moi, je connais des personnes, par exemple, qui adorent la conduite, qui aiment conduire. Un homme comme ça, si depuis le bas âge, on lui avait on en a parlé ici une fois quand on parlait d'orientation scolaire, on lui avait fait miroiter le fait qu'il y a un métier qui s'appelle chauffeur de bus, par exemple, et que si tu aimes la conduite, tu vas vraiment découvrir des horizons, tu vas vraiment t'éclater. Un peu comme le cas des pilotes. Voilà, un peu comme le cas des pilotes, voir de nouveaux paysages et tout. Il se serait intéressé vraiment depuis tôt à cet aspect-là. Il aurait peut-être mené ses études vers ça et devenir vraiment un chauffeur digne de ce nom. Moi, je connais quelqu'un qui a été fasciné par la conduite d'un bus parce que son père était chauffeur de bus. Il le voyait tout le temps manipuler ce gigantesque engin. Il estimait que son père, il était son héros.
Et, mais il y en a, on n'est pas en train de dire qu'il y en a pas. Il y en a qui considèrent qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des compagnies, je ne citerai pas de nom, qui font l'exception. On voit bien d'abord comment les chauffeurs sont bien habillés, ils sont courtois envers leurs clients, parce qu'ils considèrent en fait que certains sacerdoces ont quand même la vie des gens entre leurs mains. Moi, je connais un recrutement qui est fait. Oui, c'est ça. Moi, je connais un chauffeur de taxi qui a commencé comme ça avec un taxi. Ici, sa recette, il investissait. Aujourd'hui, il a plusieurs taxis. Donc, il est parti d'être un simple chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il est propriétaire des taxis. Même avec le fait qu'il continue de rouler. Si vous la laissez parler, Sophie Aïda, parce que... Non, mais rien à voir. Non, je suis d'accord avec ce qu'Israël dit, justement, parce que c'est ça, c'est la vision, en fait, au final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... Aujourd'hui, être chauffeur de taxi, il y en a qui ne considèrent pas ça comme un métier, mais quand tu as une vision, même quand tu fais quelque chose par défaut, tu peux commencer avec un taxi, tu prends soin de ce que tu as, tu te rends compte que c'est une grâce, c'est une opportunité de l'avoir, et puis tu investis, et au final, tu te retrouves à devenir propriétaire, que ce soit de plusieurs taxis, que ce soit d'une compagnie de transport. Enfin, il y a tellement de success stories. De toute façon, quand tu as fait du marketing, tu as fait de la finance comptabilité, ça devrait te servir à bien gérer ton business. C'est un métier comme les autres. Qui va peut-être vous faire plaisir. J'ai discuté une fois avec un jeune chauffeur, à l'époque il était chauffeur de Woro Woro, sur la ligne de Cocody, et qui m'expliquait qu'il avait tenté, il était arrivé à ce métier-là justement par défaut, il était contractuel, il roulait une voiture avec quelqu'un d'autre, parce que justement il n'y avait pas de travail, pourtant il avait fait des études. Il a commencé comme ça, il a eu juste de quoi partir à l'aventure, et il a pris la route de la Libye pour regagner l'Europe. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, et à chaque fois qu'il partait, quand ça ne marchait pas, il revenait. Heureusement il ne s'est pas noyé entre-temps, il revenait et il reprenait ce métier-là, qu'il ne considérait pas encore comme un métier, mais qui était juste un moyen pour lui d'avoir suffisamment de moyens pour retenter sa chance. 3 fois de suite, ça n'a pas marché, et un jour il s'est dit, écoute, je reviens à chaque fois, j'arrive à gagner suffisamment pour pouvoir repartir. Donc si je me concentre sur ce métier-là, peut-être que je pourrais aller un peu plus loin. Aujourd'hui, il a des taxis, des Woro et des taxis. Très beau témoignage. Très beau témoignage, très belle story. Oui, bien sûr, c'est avec ce témoignage-là qu'on va refermer les portes de notre petit débat. Merci beaucoup Serge, merci Rayana, merci Sophie. Oui, t'inquiète pas. Les téléspectateurs n'ont pas vu que c'était à bâbord ou à tribord. Voilà, je vous en prie. Messieurs Kwakoubi Stéphane et Sanogo Taïrou sont tous deux du domaine du transport. Monsieur Kakou Stéphane est le président de l'association des conducteurs de taxis communaux de Cocody, et monsieur Traoré Karidia est le vice-président du groupement des conducteurs de Baka en activité en Côte d'Ivoire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, il y a beaucoup de noms qui ont été avancés. Monsieur Kwakoubi Stéphane, bonsoir. Vous êtes, je rappelle, président de l'association des conducteurs de taxis communaux de Cocody. Oui. Voilà. Vous êtes à ma droite. À tribord. À tribord, merci beaucoup. Et M. Traoré Karidia, vous êtes le vice-président du groupement des conducteurs de Baka en activité. Conducteurs de Baka en activité. Oui. Ça s'entend qu'il y a des conducteurs de Baka qui ne sont pas en activité. Oui, bien sûr. Bon, eux aussi, ils ont un regroupement, ou bien eux, c'est fou. Bon, on va revenir là-dessus. Non, mais comme on est là, donc vous êtes en activité. Oui, d'accord. Nous sommes en activité. D'accord. Pourquoi vous précisez? Merci beaucoup. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup qui ont refusé de conduire. Ils sont assis maintenant pour nous extorquer de l'argent en disant qu'ils sont conducteurs. Voilà pourquoi nous avons souhaité prendre le mot activité. D'accord, c'est bien noté. Alors, justement, on parle de conducteurs, de chauffeurs de Baka en activité, de conducteurs de taxis communaux. Vous vous êtes regroupés en association, dans vos domaines respectifs. Comment vous êtes organisés? Je tiens d'abord à remercier toute la direction de Live TV pour cette invitation. Ce que je voudrais dire pour ce qui a concerné notre organisation, c'est que, vu la violence qui est faite sur les chauffeurs, on a tenté avant 2015 de nous organiser. Et à chaque fois, les syndicats sont venus nous dire qu'on n'a pas le droit de mettre en place une organisation et que c'est eux qui ont le droit de faire quoi que ce soit dans le secteur. Maintenant, à la longue, on est resté en contact avec les camarades qui n'étaient pas d'accord avec tout ce qui se faisait. Et vu le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, qui devait tenir ses premières assemblées annuelles, je crois que ça devait commencer, c'était à partir du 3 mai 2015. Il y avait beaucoup de violence entre ces groupes organisés de syndicats-là à Cocody.
pour ceux qui se rappellent, dans la zone des deux plateaux, c'est les populations même qui étaient impactées désormais par ces voyous-là. Et le ministère de l'Intérieur a demandé à la mairie de Cocody de prendre des mesures pour garantir la sécurité des 2700 invités à ces assemblées annuelles-là. Et voilà comment, le 30 avril 2015, le maire de Cocody prend un arrêté de suspension des activités des syndicats sur toute l'étendue du territoire communal de Cocody. Donc nous, on rentre dans la brèche. Et vous dites, à ce moment-là, il faut qu'on mette en place une organisation. Et c'est comme ça vous mettez en place l'association. Nous sommes rentrés en contact avec les camarades qui étaient intéressés et on est allé vers la mairie pour dire, désormais, nous, on veut prendre notre destin en main. Et voilà, on veut s'organiser en association, on voudrait votre aide. J'imagine que ça n'a pas été comme ça dans votre cas. Oui, c'est le même cas. Bon, il vous parle précisément aussi côté Baka. Oui. C'est ce que nous avons souhaité défendre. Oui. Comme les responsables du groupement des chauffeurs en activité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez les problèmes de violence de Niambro le syndicat? Oui. Notre problème sont énormes. Toutes les transporteurs, comme communaux, comme taxi-compteurs. Le problème de Baka même là, toute souffrance là même, ça est sur nous. Mais déjà, avant d'arriver à tous ces problèmes, vous, déjà, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes organisé en association, en syndicat Non, nous sommes regroupés en association. D'accord. Pourquoi nous sommes regroupés en association? Parce que nos devanciers qui se disaient syndicats, nous les avons fait les reproches de notre souffrance. Bon, en tout moment qu'il y a un problème confronté avec les Niamoro, nous les interpellons pour leur dire notre souffrance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chauffeurs de Baka sont régis dans cette association-là. Vous êtes combien aujourd'hui? Bon, là où je vous parle, on a à peu près 1000 personnes. 1000 personnes. Oui, on dit il y a 8000 pour les chiffres qu'on avait, 8000 Baka. Oui. Et vous, au niveau de votre groupement, vous êtes 1000 en activité. Oui, en activité. Est-ce qu'il y en a qui sont en activité qui n'acceptent pas d'être dans votre groupement? Oui. Bon, tu sais, dans tous les trucs, il y a des brebis galeuses. Ces brebis galeuses là, voilà le but même de notre association. Parce que quand ils regardent le milieu même du transport, tellement qu'il y a le désordre, on fait fuir la mesure à ce que nous apprenons les conducteurs au civisme. Voilà pourquoi, parce qu'en un jour, on ne peut pas tout centrer. Donc, Dieu merci aujourd'hui, malgré les dégâts sur la route, vous allez constater que ce n'est pas des chauffeurs de Baka en activité qui est dans nos seins. Vous allez voir que c'est en dehors de notre groupement. Est-ce que le fait que vous soyez regroupés, légalement constitués en association pour une zone communale ou pour un secteur, est-ce que ça a amélioré les choses dans l'environnement soit de la commune ou bien dans votre secteur? Oui. Au niveau des conducteurs que nous avons pu même la main sur eux, ils sont un peu civilisés par rapport à ceux qui sont en dehors de notre organisation. Et vous, qu'est-ce que ça a augmenté qu'est-ce que ça a amélioré chez vous? Oui, aujourd'hui, nous, on est fiers parce que vous, nos camarades, ils savent que quand tu es membre de l'association des conducteurs et taxis communaux à Cocody, aucun voyou ne peut lever la main sur toi. Parce que dans le combat, nous avons saisi la justice à plusieurs reprises et on a eu gain de cause. Donc, ça a permis à la violence de reculer. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement qu'il y a déjà une avancée. Et on a obtenu des résultats qui profitent aujourd'hui à beaucoup de propriétaires de voitures. Je vous explique rapidement. Avant la création de l'association, avant 2017, quand vous achetez un véhicule que vous mettez dans le transport communal, vous allez faire tous les documents administratifs légaux. Et au dernier moment, quelqu'un vous approche pour dire, mais est-ce que tu as payé le droit de ligne? 57 000 qu'il faut payer aux soi-disant syndicats. Justement, on va parler de ces syndicats-là. Voilà. Donc aujourd'hui, dans notre combat, ces 57 000-là ne sont plus payés. En tout cas, tous les taxis communaux que vous allez voir à Cocody, il n'y a personne qui paye aujourd'hui les 57 000. Et encore pire, avant, tu as tous les documents de la commune. Mais quand on dit que tu roules dans la zone de Rivera de Saint-Jean, tu ne peux pas sortir de cette zone-là. Parce que quand tu sors de cette zone-là, les syndicats te font payer 5 000 francs d'amende. Justement, aujourd'hui, vous parlez depuis de syndicats, certains appellent ça Niambro. Oui. Qui sont ces syndicats? Que la population comprenne qui sont ces syndicats et quel est leur rôle? Voilà, malheureusement, dans sa définition, le syndicat, c'est un regroupement de travailleurs pour défendre leurs intérêts vis-à-vis de leur patronat. Mais très loin de ça.
Oui, Ok. c'est très loin de ça. Maintenant, nous, dans notre domaine, comme le frère l'a dit, il y a des anciens chauffeurs et des anciens chargeurs qui se mettent ensemble et ils ont des gros pions en haut qui leur donnent la copie de leur récépissé de dépôt de dossier de syndicat. Et avec ça, ils viennent dans les mairies et les mairies leur donnent des autorisations. Sans même chercher à savoir s'ils ont un membre, parce que le syndicat doit avoir son membre. Oui. S'ils ont un membre. Mais avec le document de la mairie, ils se donnent le droit de vie ou de mort sur le conducteur. Donc voilà comment ça fonctionne. Et vous avez dénoncé ça hein, quand vous avez monté vos différentes associations pour dire, vous avez rencontré la mairie pour dire c'est pas possible qu'il y ait des gens qui viennent avec un document qui se revendique syndicat, donc représentatif d'une corporation, alors que c'est pas vrai. Vous avez dénoncé ça? Nous avons dénoncé. Est-ce que vous avez été entendu par les mairies? La suite est en train de se faire. Au niveau de Cocody, la suite est en train de se faire parce qu'aujourd'hui nous avons une très bonne nouvelle parce que le maire a pris des décisions qui sont très bientôt et ça va répondre à toutes nos doléances. Est-ce que ça stoppe les violences chauffeurs apprentis, syndicats apprentis ou syndicats chauffeurs? Est-ce que du côté des Gbaka, ça a baissé? Bon, tel que le frère le disait, parce qu'ils se limitent dans les communes. Pour nous, c'est urbain, comme le district complet. Voilà pourquoi je vous avais dit tout de suite là que notre souffrance est énorme que pour les taxis communaux. Et ils ont saisi la mairie. Mais nous sommes allés au-delà de ça. Nous avons saisi même nos autorités, qui est nos ministères du tutelle. Ministère des Transports? Ministère des Transports. Nous les avons fait des courriers pour les annoncer, de regarder l'autoriseur que les chauffeurs mettent enfin. À là où je veux pas là, il y a des chauffeurs qui dorment dans le bras, qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Mais tous les dossiers restent en trois. J'ai l'impression que le ministère ne vous écoute pas. Je voudrais juste faire une précision. Oui. Au niveau des chauffeurs, nous n'avons pas le ministère des Transports comme ministère de tutelle. D'accord. Le ministère qui est notre tutelle, c'est le ministère de l'artisanat. À travers la convention de l'artisanat de l'UEMOA, depuis 2014, c'est le ministère de l'artisanat qui répond des chauffeurs. Malgré le fait que vous utilisez des véhicules de transport en commun. Voilà. Donc, ça crée une situation où les projets viennent pour les chauffeurs par le canal du ministère des Transports parce que d'où viennent les projets là? C'est le ministère des Transports qui, logiquement, couvre tout ça. Maintenant, nous, on est là et ce sont ces syndicats Nyambro qui se font appeler transporteurs et qui collaborent avec le ministère des Transports. Oui, mais si le ministère n'est pas votre ministère de tutelle, pourquoi est-ce que chaque fois vous êtes interpellé lorsque, par exemple, il y a des situations de hausse de prix? Pourquoi c'est le ministère des Transports qui vous interpelle? Pourquoi est-ce que vous allez rencontrer le ministère des Transports pour discuter, négocier avec lui? Oui, justement, vous voyez, ceux qui vont négocier là, c'est la qualité des personnes qui vont négocier. Parce que c'est les mêmes personnes, les syndicats Nyambro, qui vont négocier. En réalité... Votre association est en dehors justement de ces syndicats-là? Oui. Et comment est-ce que... Enfin, je vais poser une question que peut-être la population peut se poser. Comment on fait la différence? Nous, en tant qu'usagers, comment on sait, quand on monte dans ce véhicule, c'est... Enfin, comment on sait? Ok, ce serait vraiment une bonne chose pour nous que les usagers demandent aux chauffeurs si les membres de l'association, ça va faire de la publicité. Il y a certains véhicules dans lesquels vous allez voir des badges avec ce logo-là. C'est le logo de l'association des conducteurs de taxis communaux de Cocody. Et ces badges-là ont suffi à dissuader tous ces voyous-là pour ne même pas qu'ils approchent les véhicules-là. D'accord. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, tous les chauffeurs qui se reconnaissent en nous ne sont pas violentés. D'accord. Je crois qu'on aura, si on a un peu de temps, on aura l'occasion de revenir un peu sur ces questions. On va aborder la question du Covid, hein, messieurs. Le gouvernement a annoncé une série de mesures, la distanciation dans les Gbaka, dans les Wawa. Il faut falloir qu'on arrive à prononcer ce mot avant la fin de cette émission. Est-ce que vous arrivez à respecter ces mesures-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, depuis l'annonce du Conseil de sécurité des Nations, dès lors, nous avons contacté le Haut Conseil, dirigé par M. Diaby Ibrahima, pour ne pas que le Covid passe au sein de notre corporation. Donc, sur le champ, Diaby est sorti avec l'accord
des ministres du transport pour dire à partir d'aujourd'hui, pour les mesures barrières, toutes les places du milieu, nous devrons les enlever. Est-ce que vous avez enlevé? Automatiquement, nous les avons enlevés. J'ai la vidéo même si moi où je suis. Vous voyez, mais malgré tous ces efforts que nous avons fournis pour pouvoir enlever les places du milieu pour le respect des mesures barrières, ils ont vu que par là, ils ne pourront pas nous traquer à fond. Qui? Bon, il va aller tout droit au but. C'est mieux. Parce que quand cela est fait, le ministre a pris un arrêté qui est venu compliquer tout. Avec les places enlevées, je prends un exemple, si un Gbaka de 18 places. Quand vous enlevez l'allée du milieu jusqu'à la cabine, ça fait maintenant 5 places annulées. Donc ça va nous rester maintenant 12. Parce que quand on dit 18 places, mais nous prenons 17 personnes. Okay. Avec le conducteur, c'est là qui fait 18 places. Donc quand tu enlèves 5 places, il va rester 12. Maintenant, à mon esprit, à ma grande surprise, je vois l'arrêté, on dit un camion de 18 places doit vous réduire à 12 places, y compris le conducteur. Donc ça fait 11. Maintenant, ça complique encore. Mais ça fait 11. Ça fait 11. Ouais. Malgré les 5 places annulées pour les mesures barrières, on nous dit encore, y compris le chauffeur. Il dit maintenant, parmi les places qui restent là, nous allons enlever une place là ou encore. Mais ils sont allés au-delà de ça. On dit, y compris encore l'apprenti. Donc ça fait que même un camion sort avec, malgré les places, il sort seulement, on va le bloquer pour la contrefaçon des fourrières. Donc vous, comme ça, c'était compliqué, vous avez du mal à mettre ça en place? On a du mal, mais non, on arrive à mettre en place. Mais malgré tout ça là. Mais ça crée un manque à gagner. Ça crée un manque à gagner. Israël. Justement, alors, ce manque à gagner, comment vous, est-ce que vous le rattrapez? Mais je sais en même temps transporter. Parce que j'ai des Gbaka à mon nom, malgré que je conduis. Vous voyez. Mais jusqu'à présent, avec la crise de Covid-19, nos recettes ont chuté de 20 000 à 10 000, ceux qui font 20 000. Maintenant, ceux qui font 25 000, c'est acheté de 25 000 à 13 000. Donc comment vous rattrapez ce manque à gagner? Nous, les transporteurs, on n'arrive pas à rattraper. On a dit que l'État, il y a des... Comment ça se passe? Est-ce que vous avez arrivé d'abord à respecter ces mesures? C'est le gros problème que le secteur des transports a en Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a eu confiance en des organisations. Monsieur Kouakou, désolé, hein, je vais revenir à la question. Est-ce que vous arrivez, vous, à déjà respecter les mesures? Et si ce n'est pas le cas, comment vous rattrapez? Oui, je suis d'accord, je sais que vous voulez faire l'historique, mais malheureusement pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, au niveau de Cocody, les mesures sont respectées. Oui. Et c'est en cela que je tiens à remercier tous les propriétaires de véhicules de Cocody. Parce qu'ils ont accepté de faire beaucoup de sacrifices. Les recettes qui étaient à 13 000 en moyenne à Cocody ont chuté jusqu'à 5 000. Est-ce que vous arrivez à combler ce Non. Ce manque à gagner? Non. Ça a été le sacrifice. Même jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore passé à la recette normale parce qu'on subit toujours le manque à gagner de la 4e place. Mais c'est dû à une situation exceptionnelle. Oui, justement. Justement. Mais le mal aujourd'hui, c'est qu'on a un gros souci avec les taxes. Avec la patente, l'État a fait un effort en rabaissant à 25% la patente 2020. Mais au niveau des taxes communales, on a un gros souci. Parce que les taxes communales aujourd'hui s'élèvent à plus de 100 000. Et ce qui a été comme réduction par arrêté municipal du maire, c'est les taxes de 4 500 francs qui devaient être payées au mois d'avril. Donc aujourd'hui, les propriétaires, ils souffrent parce qu'il faut trouver l'argent pour payer les taxes. Et donc, on passe tout de suite à une solution que vous avez peut-être imaginée, qui est la hausse du prix des tarifs. À Cocody, ce n'est pas notre solution. Ouais. À Cocody, ce n'est pas notre solution parce que, comme la soeur l'a dit, on est dans une situation exceptionnelle. D'accord. Mais nos amis chauffeurs de Gbaka, là, on a vu l'association Israël des consommateurs qui s'était plaint du fait que vous avez augmenté les prix. Qu'est-ce qui justifie ça? Bon, l'augmentation qu'ils disent là, bon, moi, je ne sais pas où on a augmenté. Parce que quand ils prennent les archives de l'époque, jusqu'à aujourd'hui, il y a un prix qui est fixé par nos ministères des Transports que nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter.
sans la Covid même là, le transport, je prends un exemple, hein, à Djamé, à Bobo, c'est fixé 250 francs. Aujourd'hui, à Djamé, à Bobo, Liberté, c'est 400 francs. Vous voyez, non? Oui, Et qui a augmenté? Oui, mais le problème, c'est de la période de la fixation des 250 jusqu'à aujourd'hui, parce que les embouteillages qu'il y a aujourd'hui à Djamé, à Bobo n'existaient pas, dans le temps. Vous voyez? C'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Non, attends, ce Non, qu'on la dit, population c'est se base que là sur la aujourd'hui, situation avant coronavirus. aujourd'hui, Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les prix ont Les augmenté. augmentations des tarifs, ça a commencé il y a de cela 5 à 7 ans. Parce que il y a eu beaucoup. Oui, mais dans cette période de coronavirus, on voit bien que, je vais prendre quelques exemples, les prix. Quand tu prends par exemple, quand vous prenez par exemple Adjamé Liberté à Boboga, on est passé de 200 francs à 400 francs. Quand vous prenez par exemple à Bobo jusqu'à Adjamé en passant par le plateau de Cuy, certains chauffeurs même, comme on dit ici dans le jargon, décomposent, c'est-à-dire ils segmentent le trajet et augmentent encore les tarifs. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est l'État qui a accepté cette augmentation parce que quand il y a eu la reprise de l'école, le ministère de l'Éducation nationale a organisé des convois. Et ces convois, au vu et au su du ministère, là où les tarifs étaient à 3 000, c'est passé à 9 000. Donc vous admettez qu'il y a eu des tarifs d'une augmentation. Mais ça a été validé par les autorités. Maintenant, nous, à notre niveau... Je confirme, nous, on n'a pas encore augmenté. Parce que l'ancien prix, c'est toujours 250 francs. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, avec l'embouteillage, peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent prendre terminus. Pour dire que, comme il y a l'embouteillage, par exemple, après garage en haut, en venant d'Abobo, le maire actuel a fait un itinéraire à ce que tous les bagages du transport rentrent dans le même itinéraire. En tout cas, tous les témoignages qu'on a voilà. de usagers, on voit bien que parfois les coûts de transport sont On va terminer avec ça. Je vous dis quelque chose ou au triple. Oui. Comme ça. Je vais vous faire une confidence. Oui. Et je vais vous faire une confidence rapidement. Les augmentations des tarifs là, c'est du fait des passagers. Je vous le témoigne. Saint-Jean, Pétro-Ivoire, aux heures de pointe, il y a un bouchon énorme. Et nos camarades préfèrent prendre Saint-Jean, 2 plateaux, 250. Mais le passager vient, il est pressé, il lui dit bon, yo, comme de là-bas c'est 250 encore pour partir, je te paye 500. Donc c'est la faute des Tout le monde est responsable. Nous sommes tous responsables. Mais ça, c'est le cas des taxis communaux. Hein. Oui, mais voilà, pour les Baka, vous dites que vous n'avez pas augmenté, parce que bien sûr, c'est augmenté, ça cause des C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. En tout cas, on vous promet qu'on va... Mais si tu vois qu'on a augmenté, peut-être qu'on n'a même pas augmenté, parce que c'est le même prix. C'est le même mécanisme. Le passager, il vient, il dit, moi je paye les 300. Regardez par exemple. Non, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. On vous promet qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur ce plateau, sur un autre plateau, pour donner plus de détails. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Le débat, il est très passionné. On aurait souhaité avoir plus de temps, mais bon, on vous souhaite de trouver, en tout cas, on aura l'occasion de vous retrouver sur ce plateau-là pour en discuter. C'est la fin de cette émission. Hein. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve ici demain même. Même heure, même fidélité, même canal. D'ici là, Dieu vous garde. Bonne soirée. Merci à vous. Cha 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 cha